À la une de l'actualité ce soir, il y a 51 ans, la Haute-Volta se soulevait contre le régime de Maurice Yamiogo. C'était le 3 janvier 1966. Un soulèvement qui a fait tomber le premier président de la Haute-Volta indépendante. Que s'est-il passé ce jour-là? Quelles leçons tirées de cet événement historique dans le Burkina Faso post-insurrectionnel? Nous sommes allés à la rencontre de certains témoins et l'un d'entre eux est notre invité ce soir, Edouard Ouedraogo, le doyen de la presse burkinabé. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Kindo. Dans le journal également, le haricot vert qui a longtemps fait le bonheur des producteurs maraîchers du BAM peine à s'écouler aujourd'hui. Des centaines de tonnes régulièrement détruites faute de débouchés, au grand désarroi des producteurs qui en appellent à l'aide de l'État. Vous les entendrez dans cette édition. Au Brésil, 56 détenus massacrés lors d'une mutinerie dans une prison de Manaus. 12 gardiens de la paix et 74 autres détenus pris en otage. Un des plus grands bains de sang provoqués par la guerre des gangs dans une prison en Amazonie. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ce 3 janvier, le rappel et le souvenir. Il y a 51 ans, la chute de Maurice Yamiogo. Des mouvements de protestation contre les mesures impopulaires du premier président de la Haute-Volta indépendante ont contraint ce dernier à démissionner. Ce 3 janvier 2017, les syndicats au Burkina Faso se sont retrouvés à la Bourse du Travail à Ouagadougou pour se rappeler cette date et tirer les leçons pour le Burkina post-insurrectionnel. Oumar Sombré, Konsoum Koulibaly. Pour la démocratie qui est fait ici à travers cette conférence publique organisée par l'ensemble des forces syndicales du Burkina Faso. Au cours de cette conférence commémorant le 3 janvier, jour de la première insurrection populaire des Voltaïques, aujourd'hui burkinabé, un rapprochement a été fait entre les soulèvements populaires de janvier 1966, d'octobre 2014 et la résistance contre le putsch du général Gilbert Diendéré en septembre 2015. Ces événements historiques ont été des preuves de la maturité de notre peuple, de son refus de l'arbitraire comme le 3 janvier 1966, de son rejet du putschisme, de son attachement aux valeurs démocratiques. Ces faits majeurs historiques ont permis au peuple d'engranger de nombreux acquis. Au nom des acquis généraux, on peut noter entre autres la prise de conscience du peuple, la liberté de presse, la rouverture des dossiers de crimes de sang et économiques. Les acquis spécifiques au mouvement syndical. Le maintien et le renforcement du cadre de l'unité d'action syndicale. Il y a l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales par la création de syndicats dans certains secteurs d'activité qui n'en avaient jamais connu ou qui les avaient vus disparaître totalement. Il y a la satisfaction de certaines revendications historiques comme l'approbation de la loi 013 remplacée par la loi 081. Le conférencier Dominique Yamiogo invite les hommes politiques actuels et futurs à toujours regarder dans le rétroviseur de l'histoire afin d'en tirer des leçons pour le bonheur des Burkinabés. Le 3 janvier 1966, donc, Maurice Yamiogo quitte la scène par la petite porte. Son obstination à ne pas écouter les syndicats et les forces vives de la République lui a coûté cher. Mais que s'est-il passé ce jour-là, les faits avec Nyarki Teda? Tout a été planifié le 25 décembre 1966 à la Bourse du Travail de Ouagadougou. L'Union générale des syndicats voltaïques tenait son congrès pour examiner la situation économique précaire des travailleurs. Au même moment, la loi des finances pour l'exercice de 1966 était en examen à l'Assemblée nationale. La loi en question contenait plusieurs mesures défavorables aux travailleurs. Une disposition que refutent en bloc les syndicats. Ils adressent alors une lettre au chef de l'État, laquelle lettre va rester sans suite. Une seconde lettre lui est de nouveau adressée. Elle connaît le même sort que la première. L'échec du dialogue venait d'être annoncé. Pendant ce temps, la loi des finances est adoptée comme telle à l'hémicycle avec toutes les mesures d'austérité. L'abattement de 20% sur le salaire, la réduction des allocations familiales, l'augmentation des impôts, le blocage des avancements pendant 2 ans et l'interdiction des manifestations syndicales et de tout autre regroupement public. La confrontation entre les deux camps se radicalise. Le président Yamiogo menace de frapper sans pitié les syndicats. Les syndicats ripostent par un meeting tenu le 31 décembre 1965, au cours duquel ils annoncent la grève du 3 janvier 1966. Maurice Yamiogo met la sécurité en branle. Cela n'a pas freiné la détermination
des syndicats qui ont paralysé plusieurs villes du pays, dont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La grève évolua rapidement en un mouvement populaire. Les élèves, la jeunesse, les leaders religieux et traditionnels, ainsi que les commerçants et autres travailleurs de l'économie informelle entrent dans la danse. Le slogan commun du pain, de l'eau et de la démocratie. La place refuge du monde, les forces de défense et de sécurité sont alors débordées. Le chef d'état-major général des armées de l'époque et toute l'armée prennent leurs responsabilités. Le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana assure désormais les fonctions du chef de l'État. La radio nationale annonce la démission de Maurice Yaméogo. Cette phase de l'histoire de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso avait comme chef de proue Zoumana Traoré, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs voltaïques, Arjuma Amerou Tchombiano et le professeur Joseph Kizerbo et son épouse Jacqueline est dite mouvement populaire et la démission du président Yaméogo qualifiée d'abdication. La première république prend fin, l'armée s'accapare du pouvoir et s'installe jusqu'au 31 octobre 2014, soit pendant 48 ans. Lui est un héros des événements du 3 janvier 1966. Zakaria Ben Hussein Touré, alors secrétaire général du syndicat autonome des techniciens et ouvriers voltaïques. C'est l'un des signataires de la motion de grève de 1966. Plus d'un demi-siècle après, que retient-il de ces événements historiques? Christine Koulibaly est allée à sa rencontre. Témoignage. La filière dans le BAM traverse des moments difficiles. Les acteurs évoquent la faiblesse de la consommation locale et surtout le manque de débouchés tant au niveau national qu'international pour l'écoulement de leur Un journal insurgé, peut-on le dire, mais nous reviendrons sur cet élément avec Zakaria Ben Hussein Touré. Mais pour l'instant, je le disais en titre, Edouard Ouedraogo est notre invité. Il est un des témoins de l'histoire de 1966. Edouard Ouedraogo est le fondateur et le directeur de publication du quotidien L'Observateur Palga. Une fois de plus, bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Merci. En novembre 2014, vous publiez cet ouvrage « Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso, quelles leçons ?» dans lequel vous établissez un lien parallèle entre le soulèvement populaire et l'insurrection de 2014. Mais d'abord, en janvier 1966, où étiez-vous? Merci. Avant de répondre à proprement parler à votre question, je voudrais, avec votre permission, faire un petit ajout à la liste des héros que votre reporter a donné. Il a cité Zoumana Traoré, ça c'est vrai, parce que c'est pendant que l'USTV, l'Union syndicale de travailleurs voltaïques, dont Zoumana Traoré était le secrétaire général, c'est pendant une session syndicale de Zoumana, de ce syndicat-là, que, effectivement, la nouvelle des mesures salariales a été connue et que ce syndicat a battu le rappel de tous les autres centrales syndicales et des syndicats autonomes pour s'opposer ou en tout cas essayer d'entrer en dialogue avec Maurice Yaméogo. Et il s'est créé immédiatement ce qu'on a appelé l'intersyndicat. Et l'intersyndicat a mis à sa tête le doyen des syndicalistes, c'était Joseph Ouedraogo, qui prendrait plus tard sous le nom de Joe Weder. Or, dans le reportage, le rappel des faits, on ne le cite pas. Je pense que là, c'est une injustice grave qu'il faut relever, dans la mesure où, la veille du 3 janvier, pour démobiliser et démotiver les gens, la personne dont la tête a été vraiment officiellement mise à prix, c'était celle de Joseph Ouedraogo,
qui était bien sûr l'opposant, l'adversaire politique de Maurice Yaméro, mais son condisciple du petit séminaire de Pabré. La veille, Maurice a dit que la subversion est entrée dans le pays avec un fils du pays, Joseph Ouédraogo, qui veut vendre la haute volta au Ghana, donc à la Chine de Pékin. Vous voyez, donc Joseph Ouédraogo était vraiment un personnage central. Je ne minimise pas le rôle des autres, hein, mais je dis que faire une évocation du 3 janvier en zappant son rôle, ce n'est pas du tout juste. Maintenant, pour en revenir à votre question, où est-ce que j'étais? J'étais à Ouagadougou, j'étais un jeune, j'étais parmi les manifestants, les jeunes, parce que nous étions les premiers étudiants de Ouagadougou, l'école normale supérieure. Et donc nous avons été, plus tard l'université ce qui deviendra plus tard l'université de Ouagadougou. Nous étions 26 à l'époque. Ben, nous avons été mobilisés comme les autres et nous nous sommes retrouvés. En tout cas, pour ma part, j'étais dans la rue ce jour-là. Et qu'est-ce que ces moments vous rappellent aujourd'hui, 51 ans après? Bon, à 51 ans après, bon, j'ai la chance d'être encore ici pour pouvoir en témoigner. Je sais seulement que ça a été une journée assez héroïque et je ne peux pas oublier la détermination des marcheurs le long de l'avenue de l'indépendance et surtout vers le site de la radio. Parce que là-bas, vraiment, la radio aussi était très bien gardée par la gendarmerie, dont vous savez que c'était un corps d'élite. Donc là-bas, il y a eu vraiment des affrontements, mais bon, des affrontements, somme toute, républicaines, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il n'y a pas eu tellement d'actes de vandalisme, mais les gendarmes aussi se sont opposés avec énergie à ce que les manifestants puissent pénétrer dans les locaux de la radio. Ils l'ont fait, mais vraiment sans trop de casse, parce qu'à ma connaissance, on n'a pas déploré de blessés graves. Oui, et en 2014, notamment en novembre précisément, vous avez publié un excellent ouvrage, Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina. Quelle leçon! Et alors, 48 ans après, l'histoire se répète, écrivez-vous dans ce livre. Et pourquoi les faits sont si têtus? Ou ce sont les hommes qui sont têtus? Ça, vraiment, je ne sais pas si c'est les hommes ou les faits, mais je pense plutôt que c'est les hommes qui sont têtus. Parce que ce soit le 3 janvier, que ce soit les événements que nous venons de vivre en octobre 2014, bon, les deux présidents avaient la solution entre leurs mains. Il suffisait simplement, le 3 janvier, que Maurice accepte. Les syndicalistes n'avaient même pas demandé qu'il revienne. Enfin, ce n'était pas ça seulement, obtenir qu'il revienne sur les abattements. Non, ils voulaient simplement entrer en dialogue avec lui. Il a refusé de les recevoir. Et quand il s'est avisé à l'apogée de la journée du 3 janvier, il a voulu faire machine arrière. C'était un peu tard. Les syndicalistes se sont dit, c'est une ruse pour pouvoir prendre du recul et frapper par la suite. D'autant plus que les leaders dont on a cité tout à l'heure les noms, la plupart d'entre eux étaient dans la clandestinité. Ils ont dit, si nous ressortons de la clandestinité là, malgré les promesses de Maurice, nous sommes foutus. Donc les syndicalistes, à un moment donné, se sont dit non. Quand vous attaquez le lion, hein, c'est lui ou vous. Donc à un moment donné, il n'y avait pas d'autre alternative que d'amener l'armée à prendre le pouvoir. Les événements qui ont emporté Blaise, c'était la même chose. Même si évidemment, ces événements-là ont connu une maturation de plusieurs années. La maturation a été quand même beaucoup plus longue. Mais là aussi, Blaise avait la solution entre ses mains. Il a vu venir. Il a eu toutes les mises en garde, même de ses meilleurs amis. Et le 28 octobre, quand il y a eu la grande manifestation, personnellement, bon, à ma place, à ma modeste place, moi j'ai pris un contact avec un ami dont je sais qu'il avait une position vraiment prépondérante dans le système. J'ai dit, Intel, est-ce que tu ne peux pas demander au président de reculer?
Et j'ai fait la même démarche aussi auprès de l'ancien président Maurice Yameuro, plutôt Blaise Compaoré, c'est-à-dire plutôt Jean-Baptiste Ouedraogo. J'ai fait la même démarche. Il m'a dit, tu sais, bon, depuis que le président connaît ma position, et surtout quand j'ai échoué dans ma tentative de rapprocher en février les différents protagonistes, il ne me prend plus au téléphone. Donc, vous voyez, bon, là aussi... Et les points de similitude pour vous, d'abord, c'est l'omniprésence de la famille, c'est également l'obstination à vouloir aller coûte que coûte dans des décisions impopulaires, mais c'est aussi le règne autocratique que chacun des deux présidents a voulu faire valoir lors de leur règne. Bon, la place de la famille, pour le cas de Maurice Yameuro, effectivement, il y avait son cousin, Denis Yameuro, qui était ministre de l'Intérieur, donc ministre de tutelle des syndicalistes. Bon, pour ceux qui connaissent Denis Yameuro, c'est un homme au grand cœur, qui aimait plaisanter, qui aime s'amuser, mais qui a aussi un caractère entier et souvent intempestif. Il n'aimait pas la contradiction. Donc, quand les syndicalistes sont allés le voir pour dire, en tant que ministre de tutelle, on vous demande de nous aider à rencontrer le président, il les a envoyés pétants. Il les a renvoyés pétants, avec des mots qui n'étaient pas du tout gentils. Il se trouve que celui qui conduisait la délégation syndicale, c'était Joseph Ouedraogo. Lui aussi, bon, tous ceux qui le connaissent, ils savent que, bon, il est à sa façon aussi une espèce de tête brûlée. Alors donc, quand il les a renvoyés de cette manière-là, lui, il s'en est retourné. Ils sont allés voir le chef d'état-major, Lamizana, pour dire, eh bien, entre nous et Maurice, c'est fini, le dialogue, il n'y a plus de dialogue possible. Donc, vous voyez, donc là, le rôle de Denis, c'est pour ça que je vous ai dit, les syndicalistes, il habitait d'ailleurs derrière chez vous, là à côté. L'actuel siège de la CENI, c'était son domicile. Donc, d'une certaine manière, effectivement, il y a eu ça, le rôle de la famille, puisqu'il était ministre, mais il était son frère. Bon, pour le cas de Blaise Compaoré, qu'on le veuille ou non, son frère, qu'on avait fini par appeler le petit président, avait fini, surtout quand il est entré officiellement dans le CDP, et qu'avec son groupe, ils ont pris le parti en main. Bon, là aussi, les gens, à un moment donné, ils cristallisaient autour de sa personne, à tort ou à raison, avec un peu tout ce qui tournait aussi autour de sa belle-mère. Bon, ils cristallisaient autour d'eux, ils étaient devenus des abcès de fixation. Donc, je pense qu'en bonne démocratie, il faut le plus possible mettre ses parents à l'écart. Et faire comme Houphouët Boigny qui avait dit que lui, il a fait la politique pour 3 générations d'Houphouët. Et personne n'entendait parler d'un enfant ou d'un frère d'Houphouët en Côte d'Ivoire. On ne savait même pas qu'il en avait. La seule personne dont on entendait parler, c'était sa grande sœur. Je ne sais pas si c'est du fait du matriarcat qui prévaut là-bas, mais on ne parlait jamais de ses enfants, ni de ses frères directs, parce qu'il a dit, moi, si on ne peut pas m'avoir, on peut m'avoir à travers un de mes enfants ou de mes frères. Donc, je les éloigne. Il les a mis à l'aise, ils faisaient leurs affaires, mais en tout cas, ils ne s'occupaient pas des affaires de l'État. Et dans le livre, vous donnez certainement ces conseils d'éviter à tous ceux qui ont à cœur de conduire les destinées de nos pays, d'éviter ces erreurs gravissimes que nous avons citées. Mais vous insistez aussi sur le fait que le Burkina Faso, aujourd'hui, a une opinion publique qui est réelle et qui est également agissante. Ça, c'est sûr. Je peux dire que pour la chute de Maurice Yameuro, bon, je ne peux pas dire que c'était un accident, mais à l'époque, quand même, vous vous rappelez, je vous apprends, Maurice Yameuro avait 44 ans. Il a fêté ses 44 ans, ou bien ses 45. En tout cas, il était dans sa 44e, 45e année, quand il tombait. Après 6 ans de pouvoir, il n'avait pas du tout ni la maturité humaine, ni l'expérience politique de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, lui, il avait plus de 30 ans, puisqu'il est aux affaires quand même depuis 82. Donc, lui, il était quand même mûr. Il avait 63 ans.
sans compter que, bon, lui il a été quand même à l'école du militantisme estudiantin et autres, des gens qui ont appris à manier la dialectique, à savoir ce que c'est que les contradictions principales et les contradictions secondaires. Ben, il savait mieux analyser, il était quand même mieux entouré avec des docteurs en droit, et que sais-je encore. Ben, lui, il avait vraiment tous les moyens pour comprendre la situation qui prévalait et qui a commencé à maturer depuis que, en 2009, je crois que c'est au 11 décembre à Ouajuria, il a commencé à parler d'approfondissement de la démocratie, de change, enfin en tout cas, d'une relecture de la Constitution. Il a vu venir. Il y a eu beaucoup d'analyses pertinentes pour démontrer l'incongruité du changement, pas du changement de régime, mais en tout cas de la modification de son maintien au pouvoir. Et de son maintien au pouvoir. On disait, bon, même si c'est légal, c'était pas politiquement opportun. C'est immoral. Je ne dis pas immoral, disons politiquement, ce n'était pas opportun. Quand on connaît l'évolution de la haute du Burkina Faso, surtout depuis l'affaire Norbert Zongo, et même depuis le début de la 4e République, il y a eu un débat houleux sur la longueur même de 7 ans, on est venu à 5 ans. Voilà. Donc, au début, les gens disaient 7 ans, c'est trop. Bon, on a fait 7 ans, après on a reculé. Et à la faveur de l'affaire Norbert Zongo, non seulement on est revenu au mandat renouvelable une seule fois, mais on a raccourci en mettant le mandat à 5 ans. Donc, vous voyez, il devait savoir vraiment que l'opinion n'était pas du tout favorable à ce qu'il s'éternise au pouvoir. Merci à vous, Edouard Ouedraogo, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que votre ouvrage « Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina » et quelles leçons est disponible à Ouaga. Il est épuisé, hein? Il est épuisé. On voulait faire une autre édition, mais les événements, l'équipé des Guinguéré, là, le 16 septembre est venu totalement désorganiser nos prévisions. Merci d'être venu répondre à nos questions et je recommande cet excellent ouvrage que vous avez publié en novembre 2014. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et pour la suite de ce journal, on revient sur ce héros des événements du 3 janvier 1966, Zakaria Ben Hussein Touré, alors secrétaire général du syndicat autonome des techniciens et ouvriers voltaïques. C'est un des signataires de la motion de grève de 1966. Plus d'un demi-siècle après, que retient-il de ces moments historiques? Christine Koulibaly est allée à sa rencontre. Témoignage. Dernier des 10 héros de la révolution du 3 janvier 1966, encore en vie. Et de ces événements, le secrétaire général du syndicat autonome des techniciens et ouvriers voltaïques d'alors ne regrette rien. Si c'était à faire, on allait refaire. Parce que c'était une nécessité de l'époque. Et on a mené cette lutte-là avec beaucoup de conviction. Et c'est pourquoi on a abouti à un bon résultat. Une lutte qui a abouti au départ du président Maurice Yaméogo, à qui les syndicats reprochaient une mauvaise gestion des deniers publics, avec comme élément déclencheur l'abattement des salaires de 20%. Mais après le 3 janvier, les syndicats ont consenti bien plus au nom du patriotisme. On ne pouvait pas supporter qu'après avoir vidé les caisses pour aller faire des mariages somptueux, des voyages, etc., on nous demande à nous, travailleurs, de faire des sacrifices pour renflouer les caisses. Là, on n'a pas marché. Par contre, lorsque le gouvernement de Lamzana s'est installé et qu'il a constaté que les caisses étaient vides, nous avons accepté toutes sortes de sacrifices, même en payant 20% de plus. Parce que là, c'était pour essayer de résoudre un problème national. Donc, nos revendications ont fait place au patriotisme.
Et à l'endroit de la jeune génération, le doyen de la lutte syndicale n'a que ceci. Battez-vous, luttez, n'oubliez pas d'être des Burkinabés. N'oubliez pas d'être des Burkinabés, très bien dit. Juste après ce journal, Jean-Emmanuel Ouedraogo revient dans un entretien plus étoffé sur ses souvenirs du camarade Zakaria Ben Hussein Touré, à suivre donc sur nos antennes. Maurice Yamiogo a donc cédé à la mobilisation le 3 janvier 1966. Mais après sa chute, qu'est-il devenu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un de ses fils témoigne. Ses propos sont recueillis par Salif Belem et Christine Koulibaly. Un journal insurgé. Autre titre dans ce journal, le haricot vert ne se vend plus dans le BAM, on l'a dit en titre. Malgré les tonnes de production, les maraîchers peinent à trouver des débouchés. D'où cet appel à la rescousse parce que de milliers d'emplois sont ainsi menacés. Zoubaviel Dabiré, Moussa Ouedraogo. La filière haricot vert, fleuron de l'économie locale dans le BAM, traverse des moments difficiles. Les acteurs évoquent la faiblesse de la consommation locale et surtout le manque de débouchés tant au niveau national qu'international pour l'écoulement de leur production. Conséquence, les prix vacillent au gré des acheteurs. Ce sont des femmes qui viennent de Ouagadougou, dans les différents yards de Ouagadougou, et qui viennent pour acheter l'haricot vert. Et ça fait que le prix pour le maintenir, c'est vraiment très difficile. Notre problème, c'est le problème d'écoulement. Même si quelqu'un t'aide de travailler et que tu travailles, si tu n'as pas pu écouler, c'est un peu difficile. C'est compliqué parce que les revenus là, par exemple, on va voir ça comme ça, mais si on va évaluer, vraiment, c'est faible. Parce que souvent, il n'y a pas de marché. Et on n'a pas un prix fixe. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. On vend les kilos souvent à 500, à 300, souvent à 100 francs, même à 50 francs, on y a vendu les kilos. Difficile de chiffrer les pertes dans ce secteur, faute de statistiques. Mais selon les maraîchers, des centaines de tonnes de légumes sont détruits chaque saison par manque de preneurs. Et c'est la survie de plus d'un millier d'acteurs qui serait en jeu. Dans la zone de Kongoussi, je crois que presque tout le monde, tous les maraîchers d'ailleurs, vivent peut-être de produits de l'haricot vert. Quand on travaille, il faut préparer de l'avenir. Mais nous qui sommes sur le terrain ici, là, et on peut avoir des petites besoins, mais on ne peut pas préparer de l'avenir dans ça. Des difficultés qui, selon ces maraîchers, commencent avec la fermeture en 2010 de la Socobam, la Société et coopérative maraîchère du BAM. Une structure qui, pendant des décennies, a organisé ce secteur en maintenant une stabilité des prix au kilogramme. Les produits étaient alors exportés vers la France et l'Italie. Aujourd'hui, la filière peine à retrouver ses marques. Et pour relancer ce secteur, certaines pistes sont déjà en exploration. Il appartient à eux de s'organiser en producteurs, en commerçants pour chercher le marché. Alors, et depuis que le BAM n'a jamais eu raison d'une journée promotionnelle à l'interne ici. Tout ça, ce sont des perspectives qui s'offrent à eux. Donc ils le font, le produit sera plus visible. C'est vrai, ça a été visible avec les exportations qui aujourd'hui vont trouver des problèmes et qui fait que ce côté-là est un peu laissé aux oubliettes. Alors déjà à partir de là-bas, les anciens partenaires qui sont réticents aujourd'hui, quand on va voir que le produit est plus prisé, il n'y a pas de problème. Le haricot vert symbolise le concept produisons et consommons burkinabé lancé sous la Révolution. Et selon ces maraîchers, l'État doit s'investir davantage pour sa dynamisation. Au seuil du Nouvel An, c'est devenu désormais une tradition pour les musulmans du Burkina Faso d'aller présenter leurs meilleurs vœux aux autorités de l'Église catholique. Ce 2 janvier encore, ils ont réédité la pratique chez le cardinal Philippe Ouedraogo. Témoignage avec Yolande Lompo. La communauté musulmane chez le cardinal Philippe Ouedraogo. Elle dit être venue lui présenter de vive voix ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année ainsi qu'à l'ensemble de la communauté catholique. Et ses poignées de main en disent long sur la parfaite harmonie qui règne entre les deux communautés.
depuis très longtemps, la communauté musulmane entretient ses relations de proximité avec l'Église catholique. Elle est toujours présente aux côtés de la communauté musulmane chaque fois que nous avons les grandes fêtes de Tabaski, de Ramadan et bien d'autres occasions où nous célébrons ensemble. Donc, c'est dans le respect des religions, il est de bon ton que nous puissions se donner ces vœux, nous saluer de façon réciproque. L'islam, c'est la paix. La recherche de la paix, la recherche vraiment de Dieu. Nous donnons la main pour éloigner davantage ceux qui pensent que les attentats, ce sont des choses de l'islam. C'est totalement différent et c'est très loin de l'islam. Pendant une heure d'horloge, les deux délégations ont échangé sans langue de bois et entendent perpétuer cette tradition pour une cohabitation pacifique. On va s'arrêter là pour ce journal ce soir. Toutes nos excuses pour les désagréments causés par les problèmes techniques tout au long de ce journal. Merci de votre attention et à bientôt.